Le 18 mars 1867, j'arrivais à Liverpool. Le Great Eastern devait partir quelques jours après pour New York et je venais prendre passage à son bord. Voyage d'amateur, rien de plus. Une traversée de l'Atlantique sur ce gigantesque bateau me tentait. Par occasion, je comptais visiter le North America, mais accessoirement. Le Great Eastern d'abord, le pays célébré par Cooper ensuite. En effet, ce steamship est un chef-d'œuvre de construction navale. C'est plus qu'un vaisseau. C'est une ville flottante, un morceau de comté détaché du sol anglais qui, après avoir traversé la mer, va se souder au continent américain. Je me figurais cette masse énorme, emportée sur les flots, sa lutte contre les vents qu'elle défie, son audace devant la mer impuissante, son indifférence à la lame, sa stabilité au milieu de cet élément qui secoue comme des chaloupes les Warriors et les Solferino. Mais mon imagination s'était arrêtée en deçà. Toutes ces choses, je les vis pendant cette traversée, et bien d'autres encore qui ne sont plus du domaine maritime. Si le Great Eastern n'est pas seulement une machine nautique, si c'est un microcosme et s'il emporte un monde avec lui, un observateur ne s'étonnera pas d'y rencontrer comme sur un plus grand théâtre tous les instincts, tous les ridicules, toutes les passions des hommes. En quittant la gare, je me rendis à l'hôtel Adelphi. Le départ du Great Eastern était annoncé pour le 20 mars. Désirant suivre les derniers préparatifs, je fis demander au capitaine Anderson, commandant du steamship, la permission de m'installer immédiatement à bord. Il m'y autorisa fort obligeamment. Le lendemain, je descendis vers les bassins qui forment une double lisière de docks sur les rives de la Mersey. Les ponts tournants me permirent d'atteindre le quai de New Prince, sorte de radeau mobile qui suit les mouvements de la marée. C'est une place d'embarquement pour les nombreux boats qui font le service de Birkenhead, annexe de Liverpool, située sur la rive gauche de la Mersey. Cette Mersey, comme la Tamise, n'est qu'une insignifiante rivière, indigne du nom de fleuve, bien qu'elle se jette à la mer. C'est une vaste dépression du sol, remplie d'eau, un véritable trou que sa profondeur rend propre à recevoir des navires du plus fort tonnage. Tel le Great Eastern, auquel la plupart des autres ports du monde sont rigoureusement interdits. Grâce à cette disposition naturelle, ces ruisseaux de la Tamise et de la Mersey ont vu se fonder presque à leur embouchure deux immenses villes de commerce, Londres et Liverpool. De même, et à peu près pour des considérations identiques, Glasgow, sur la rivière la Clyde. À la cale de New Prince chauffait un tender, petit bateau à vapeur affecté au service du Great Eastern. Je m'installai sur le pont, déjà encombré d'ouvriers et de manœuvres qui se rendaient à bord du steamship. Quand 7 heures du matin sonnèrent à la tour Victoria, le tender largua ses amarres et suivit à grande vitesse le flot montant de la Mersey. À peine avait-il débordé que j'aperçus sur la cale un jeune homme de grande taille, ayant cette physionomie aristocratique qui distingue l'officier anglais. Je crus reconnaître en lui un de mes amis, capitaine à l'armée des Indes, que je n'avais pas vu depuis plusieurs années. Mais je devais me tromper, car le capitaine McElwyn ne pouvait avoir quitté Bombay. Je l'aurais su. D'ailleurs, McElwyn était un garçon gai, insouciant, un joyeux camarade. Et celui-ci, s'il offrait à mes yeux les traits de mon ami, semblait triste et comme accablé d'une secrète douleur. Quoi qu'il en soit, je n'eus pas le temps de l'observer avec plus d'attention, car le tender s'éloignait rapidement et l'impression fondée sur cette ressemblance s'effaça bientôt de mon esprit. Le Great Eastern était mouillé à peu près à 3000 en amont, à la hauteur des premières maisons de Liverpool. Du quai de New Prince, on ne pouvait l'apercevoir. Ce fut au premier tournant de la rivière que j'entrevis sa masse imposante. On eût dit une sorte d'îlot, à demi estompé dans les brumes. Il se présentait par l'avant, ayant évité au flot. Mais bientôt le tender prit du tour et le steamship se montra dans toute sa longueur. Il me parut ce qu'il était, énorme. 3 ou 4 charbonniers accostés à ses flancs lui versaient par ses sabords, percés au-dessus de la ligne de flottaison, leur chargement de houille. Près du Great Eastern, ces 3 mâts ressemblaient à des barques. Leur cheminée n'atteignait même pas la première ligne des hublots évidés dans sa coque. Leur barre de perroquet ne dépassait pas ses pavois. Le géant,
aurait pu hisser ses navires sur son porte-manteau en guise de chaloupe à vapeur. Cependant, le Thunder s'approchait. Il passa sous l'étrave droite du Great Eastern, dont les chaînes se tendaient violemment sous la poussée du flot. Puis, le rangeant à bâbord, il stoppa au bas du vaste escalier qui serpentait sur ses flancs. Dans cette position, le pont du Thunder affleurait seulement la ligne de flottaison du steamship. Cette ligne qu'il devait atteindre en pleine charge et qui émergeait encore de 2 mètres. Cependant, les ouvriers débarquaient en hâte et gravissaient ces nombreux étages de marche qui se terminaient à la coupée du navire. Moi, la tête renversée, le corps rejeté en arrière comme un touriste qui regarde un édifice élevé, je contemplais les roues du Great Eastern. Vues de côté, ces roues paraissaient maigres, émaciées, bien que la longueur de leur pale fût de 4 mètres. Mais de face, elles avaient un aspect monumental. Leur élégante armature, la disposition du solide moyeu, point d'appui de tout le système, les étrécillons entrecroisés destinés à maintenir l'écartement de la triple jante, cette auréole de rayons rouges, ce mécanisme à demi perdu dans l'ombre des larges tambours qui coiffaient l'appareil, tout cet ensemble frappait l'esprit et évoquait l'idée de quelque puissance farouche et mystérieuse. Avec quelle énergie ces pales de bois si vigoureusement boulonnées devaient battre les eaux que le flux brisait en ce moment contre elles. Quel bouillonnement des nappes liquides quand ce puissant engin les frappait coup sur coup. Quels tonnerres engouffrés dans cette caverne des tambours lorsque le Great Eastern marchait à toute vapeur sous la poussée de ses roues mesurant 53 pieds de diamètre et 166 pieds de circonférence, pesant 90 tonneaux et donnant 11 tours à la minute. Le Thunder avait débarqué ses passagers. Je mis le pied sur les marches de fer cannelées, et quelques instants après, je franchissais la coupée du steamship.